la agence centrale de renseignement prenant des conseils de meurtre de véritables gangsters, une leader controversée abattue par ses propres gardes du corps mécontents, un empereur en herbe essayant d'éliminer sa propre mère avec une série de sangles dérangées qui ferait rougir Jigsaw, et tellement plus. Ce sont les assassinats politiques les plus fous de l'histoire. Il faut absolument commencer notre liste avec un gars. C'est le tristement célèbre Fidel Castro, qui aurait peut-être battu le record du monde des tentatives d'assassinat, aucune d'entre elles n'ayant réellement réussi. Il aurait survécu à 634 à 638 tentatives sur sa vie, et bon nombre d'entre elles provenaient de l'Agence centrale de renseignement. Castro est devenu le Bugs Bunny face à Elmer Fudd de l'Agence centrale de renseignement. Une tentative ratée impliquait que l'Agence centrale de renseignement empoisonne une boîte de ses cigares préférés avec de la toxine botulique. Cela tuerait quiconque fume un de ces sinistres cigares. Ils ont été livrés à une personne non identifiée, mais qui sait ce qui leur est arrivé après cela? Ils se sont perdus dans l'histoire. Ce n'est même pas la seule fois qu'ils ont ciblé Castro sur ce vice particulier. On dit qu'on lui a donné un cigare explosif quand il était à l'Organisation des Nations Unies à New York. Malheureusement pour les tueurs de l'Agence centrale de renseignement, il a en fait arrêté de fumer en 1985. C'est juste un autre exemple de comment arrêter de fumer peut vous sauver la vie, les enfants. Cherchant de l'aide, l'Agence centrale de renseignement a sollicité des gangsters pour des conseils sur son élimination. Ils ont demandé à Sam Giancana, le chef de la mafia de Chicago, et à Santos Traficant, le chef des opérations cubaines de la mafia, quoi faire, étant donné qu'ils avaient tous un intérêt commun à se débarrasser de Castro pour pouvoir réintégrer leur opération à Cuba. Dans le vrai style mafioso, Giancana avait suggéré des pilules empoisonnées. L'Agence centrale de renseignement a fourni 6 pilules à un officiel cubain qui avait proposé d'aider à tuer Castro. L'officiel cubain a commencé à paniquer après plusieurs tentatives ratées. Il s'est retiré et l'Agence centrale de renseignement a dû abandonner ce plan à la fin. Nombreux complots d'assassinat de l'Agence centrale de renseignement étaient purement extravagants. En 1963, l'Agence centrale de renseignement a innové avec un coquillage. Dans une parodie de James Bond, ils voulaient exploiter l'amour de Castro pour la plonger contre lui. Ils ont mis des explosifs dans un gros coquillage, l'ont peint vif pour tenter de le séduire. Celle-ci, pourtant, n'a jamais quitté la planche à dessin. On la jugeait impraticable. On ne peut nier notre accord avec cette évaluation. À un moment donné, ils l'ont attaqué avec un stylo qui dissimulait une aiguille hypodermique imprégnée de poison. Un officiel cubain travaillant avec l'Agence centrale de renseignement devait l'injecter. L'officiel n'était pas impressionné par le petit stylo, pensant qu'on pourrait inventer quelque chose de plus raffiné. Il a manqué toutes leurs autres idées excentriques. C'était juste une mauvaise journée pour lui donner le stylo. Il a changé de main le 22 novembre 1963, le même jour où John Fitzgerald Kennedy a été assassiné. Finalement, l'officiel n'a pas emporté le stylo à Cuba. On peut vraiment dire qu'ils ont tout essayé, y compris l'angle classique de la femme fatale. Marita Lawrence était la maîtresse de Castro en 1959 et a été recrutée par l'Agence centrale de renseignement comme agent contractuel. Ils lui ont remis 2 pilules de toxine botulique pour la boisson de Castro. Cependant, elle aurait des pieds froids, comme tant de ses assassins potentiels. Elle a aussi gardé les pilules empoisonnées dans un pot de crème. Cela les rendait simplement visqueux, et il ne serait plus si facile de les cacher dans sa boisson. Elle raconte une histoire effrayante après que Castro ait découvert son manège. Il a sorti son .45 et lui a dit « Tu ne peux pas me tuer, personne ne peut me tuer ». Elle se sentait dégonflée, mais il l'a simplement prise et lui a de nouveau fait l'amour. Castro avait raison de dire qu'on ne pouvait le tuer. Il avait 90 ans quand il est décédé de cause naturelle. Personne ne pouvait le tuer. La seule chose qu'il ne pouvait pas vaincre était le plus grand assassin de tous les temps lui-même. Passons de Castro, examinons quelques-uns des autres assassinats politiques les plus fous, qui ont réellement réussi à éliminer leur cible. Normalement, ce sont vos gardes du corps qui vous protègent d'un assassinat, mais ce n'était pas le cas pour Indira Gandhi, la 3e première ministre de l'Inde de 1966 à 1977. Elle était une figure controversée car elle soutenait la cause de l'indépendance au Pakistan oriental, conduisant à la création du Bangladesh. Elle a également contrarié la communauté sikh lorsqu'elle a ordonné l'opération Blue Star, où les forces armées indiennes ont éliminé les séparatistes sikhs et le militant sikh Jaril Singh Bhindranwale du site le plus sacré du sikhisme, le Temple d'Or. Il est clair que cela a déplu aux sikhs. Le 31 octobre 1984, elle devait être interviewée pour un documentaire pour la télévision irlandaise, mais il y avait une chose qui allait empêcher cela de se produire, son assassinat. Elle a été tuée par 2 de ses gardes du corps sikh, Satwant Singh et Vyant Singh.
Ils l'ont abattu avec les mêmes armes qu'ils étaient censés utiliser pour la protéger, fournissant une leçon intemporelle sur l'importance de ne pas créer de rancune avec les personnes qui vous suivent toute la journée avec des armes chargées. Remontons encore plus loin dans le temps jusqu'à l'impératrice romaine Agrippine la Jeune. Dans un acte qui aurait fait saliver Freud, son propre fils, le bizarre de tous les temps, futur empereur et violoniste acclamé Néron, a comploté son assassinat. On dit qu'il a une fois comploté pour créer un plafond mécanique au-dessus du lit de sa mère qui l'écraserait à mort. Quand cette idée n'a pas fonctionné parce que la vraie vie n'est malheureusement pas un film d'Indiana Jones, il est passé à une idée encore plus compliquée. Ce fils traître noirait sa mère royale en mer de la manière la plus compliquée possible. Au lieu de la pousser par-dessus bord ou quoi que ce soit d'aussi plébéien, il a conçu un navire qui s'ouvrirait par le bas en pleine mer. Le navire a opéré comme prévu. En mer, le fond s'est ouvert, la laissant tomber dans l'eau. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est l'assassinat lui-même. Agrippina a nagé jusqu'à la rive, ce qui signifie que Néron a dû envoyer un assassin pour la tuer à l'ancienne. Il prétendrait alors que sa mère complotait pour le tuer et qu'elle était responsable de sa mort, pas lui. On prétend que ses derniers mots à son assassin étaient « frappe mon ventre ». Néron a par la suite remarqué la beauté de son cadavre lors de ses funérailles, ajoutant un étrange aspect à la situation. En nous dirigeant vers la Suisse du XVIIe siècle, Jörg Janans était un leader politique extrêmement détesté, dont le monde semble en avoir des tonnes. Janan a une fois tué un rival politique avec une hache en 1621 et ne semble pas avoir perdu une miette de sommeil à cause de cela. Un comportement typique de politicien si vous nous demandez, mais le karma l'aurait à la fin. En 1639, c'était le carnaval, où tout le monde était déguisé en costumes élaborés, ce qui a facilité à l'assassin de Janac de se faufiler tout en étant déguisé en ours. Nicolas Cage serait fier et étrangement personne ne semblait préoccupé par le fait qu'un ours portait une hache que l'assassin déguisé en ours a rapidement enfoui dans Janac avec une ferveur incroyable. Le meurtre à la hache est plus courant aujourd'hui que le meurtre au dentifrice, bien qu'il ne soit pas fréquent. Et c'est ce qui rend l'histoire de l'assassinat de Patrice Lumumba si unique. Pendant la guerre froide, Lumumba a été le premier premier ministre démocratiquement élu de la République démocratique du Congo en juin 1960. Et si vous savez quelque chose sur les chefs d'État démocratiquement élus dans les pays en développement, vous saurez qu'il y avait immédiatement un prix sur la tête de Lumumba. Il deviendrait la cible de nombreuses tentatives d'assassinat ratées, y compris un complot pour injecter des toxines dans sa nourriture et son dentifrice, gracieuseté de la Agence centrale de renseignement. Mais tout comme les nombreuses tentatives infructueuses pour tuer Castro, le plan est mort dans l'œuf. Lumumba a été exécuté par un peloton d'exécution lors d'un coup d'État en 1961. La Belgique s'est excusée pour son implication dans son assassinat en 2002. Pourquoi l'Amérique et la Belgique étaient-elles si impliquées dans son assassinat cependant? Dans le cas des États-Unis, c'était parce que Lumumba était un panafricaniste et qu'il était en bons termes avec les Soviétiques. La Belgique était inquiète que cela puisse menacer leur rôle au Katanga, une province riche en minéraux. Le Katanga avait tenté de se séparer du Congo avec l'appui de la Belgique. Qu'est-il arrivé au dentifrice empoisonné? Larry Devlin, chef de station de l'Agence centrale de renseignement au Congo, a été étonné d'être chargé de donner le dentifrice à Lumumba. Il le mettrait dans son coffre-fort de bureau avant de le jeter dans le fleuve Congo. Nous étudions ensuite l'amiral général Luis Carrero Blanco, premier ministre d'Espagne en 1973. Il est arrivé au pouvoir après le dictateur fasciste Francisco Franco, et il avait beaucoup d'ennemis, y compris l'Euskadi Ta Askatasuna ou Euskadi Ta Askatasuna, un groupe séparatiste basque. Ils ont comploté pour le tuer dans ce qu'ils ont appelé l'opération Ogro. Ils ont loué un appartement sur le trajet que Blanco prenait pour aller à la messe. Pour éviter les questions gênantes des propriétaires, ils se faisaient passer pour des étudiants en sculpture et sculptaient réellement. Ils ont passé 5 mois à creuser un tunnel sous la rue et l'ont rempli de 80 kg d'explosifs qu'ils avaient volés dans un dépôt gouvernemental. Le 20 décembre 1973, 3 membres de l'Euskadi Ta Askatasuna déguisés en électriciens ont déclenché les explosifs par fil de commande lorsque Blanco est passé. L'explosion a projeté Blanco et sa voiture à 20 mètres dans les airs. Il a été projeté par-dessus l'église de 5 étages et a atterri sur une terrasse au 2e étage de l'autre côté. Blanco a initialement survécu à l'explosion, mais est décédé plus tard à l'hôpital. Son garde du corps et chauffeur sont aussi morts. Parlez de malchance. Georgi Markov, un écrivain dissident bulgare et transfuge communiste, a connu une mort bien moins explosive. Il perdrait sa vie à cause d'un parapluie.
Dans une scène qui rappelle Breaking Bad, Markov a été assassiné, poignardé à la jambe avec un parapluie chargé de ricine à un arrêt de bus. Il a senti une piqûre sur sa jambe, mais en se retournant, il a seulement aperçu un homme qui ramassait son parapluie et partait. Markov meurt 4 jours après. Ils ont découvert une pellet avec 0,2 mg de ricine lors de l'autopsie, mais ils n'ont jamais su qui était responsable. Beaucoup supposaient que le Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti était responsable, un pari sûr puisqu'ils sont surpassés uniquement par l'agence centrale de renseignement dans ce domaine. En revenant en Amérique, vous êtes peut-être déjà familier avec l'assassinat d'Abraham Lincoln. Mais saviez-vous qu'il y a eu une tentative d'assassinat sur son secrétaire d'État, William Seward? Booth se concentrait sur l'assassinat de Lincoln pendant que Lewis Powell visait l'abolitionniste Seward chez lui. Seward se remettait d'un accident de calèche qui lui avait laissé plusieurs fractures, dont la mâchoire. Quand Powell est arrivé, il a dit au majordome de Seward qu'il était là pour livrer des médicaments. Le majordome a évité le piège et conseillé d'attendre, mais Powell était déterminé à affronter tout obstacle à sa mission. Il a bousculé le majordome, s'est dirigé vers le 2e étage pour trouver Seward dans les chambres. Powell a ensuite commencé à se battre en assommant le fils de Seward, Frederick, puis en poignardant un sergent de l'armée. Comme si la semaine de Seward n'était pas assez mauvaise, Powell a sauté sur son lit et l'a poignardé au visage. Ironiquement, les blessures préexistantes de Seward l'ont sauvé. L'attelle métallique, qui aidait à réparer sa mâchoire, l'a protégé de la pleine force du couteau. Powell a réussi à lui faire une bonne entaille au cou. C'est de là que proviendrait la majorité du sang de Seward. Powell a supposé qu'il avait dû tuer Seward. Quand Augustus, l'autre fils de Seward, est arrivé, Powell l'a aussi affronté. Il a poignardé O.J. avant de s'enfuir. Malgré le drame, tous ceux que Powell a attaqués ont survécu. Powell a réussi à échapper à la capture pendant des jours, mais l'absence de succès doit sûrement être quelque peu embarrassante. À la mort de l'ex-première ministre Margaret Thatcher, de nombreux Britanniques ont joué ding-dong, la sorcière est morte en célébration. Sérieusement, elle a atteint le top 10 des charts britanniques cette semaine. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu au moins une tentative d'assassinat sur sa vie. En 1984, quand Bobby Sands, gréviste de la fin de l'armée républicaine irlandaise, meurt, l'armée républicaine irlandaise cherche à toucher le gouvernement en visant à assassiner Margaret Thatcher. Ils savaient qu'elle assisterait à la conférence annuelle du Parti conservateur et ont concocté un plan. 3 semaines avant la conférence, Patrick Magee, fabricant de bombes de l'armée républicaine irlandaise, s'est inscrit au Grand Hôtel à Brighton, Angleterre, sous le pseudonyme de Roy Walsh. Il placerait une bombe dans la chambre Cedar 9 faite à partir de pièces d'un magnétoscope. La bombe était programmée pour exploser le 11 octobre à 2h53 du matin. Le dernier jour de la conférence, ils avaient anticipé que la bombe détruirait l'ensemble du bâtiment, avec Thatcher à l'intérieur, tuant de nombreuses personnes innocentes avec elle. La bombe a explosé comme prévu. La bonne nouvelle est qu'elle n'a pas détruit tout le bâtiment. La mauvaise nouvelle est qu'elle a tué 5 personnes et blessé 30. Malgré les maux de tête, le stress et la violence, Thatcher est restée indemne. Elle a réussi à éviter d'être écrasée par une colonne de cheminée qui s'effondrait à seulement quelques mètres de sa chambre. McGee était un meilleur fabricant de bombes qu'il n'était espion. Il a laissé ses empreintes sur la carte d'enregistrement et a été arrêté rapidement. Il a été condamné à 8 peines de perpétuité et à un maximum de 35 ans de prison. Il a été libéré en 1999 suite à l'échange de prisonniers de l'accord du Vendredi Saint. Étonnamment, Harvey Thomas, conseiller principal de Thatcher, l'a depuis pardonné pour l'attentat et est même devenu ami avec l'homme. Parler de tourner l'autre joue. Aussi bien que McGee ait pu changer ses manières, nous devons croire qu'au moins une petite partie de lui célébrait le jour où Margaret Thatcher est morte. Mais ce n'est pas tout. Nous avons encore quelques essais infructueux mais extravagants pour vous. Andrew Jackson a eu énormément de chance lorsque 2 pistolets ont fait long feu, lui sauvant la vie. Richard Lawrence était un peintre au chômage qui a eu l'honneur distinct d'être la première personne à tenter d'assassiner le président des États-Unis. Il a risqué au sens figuratif et littéral le 30 janvier 1835 quand Andrew Jackson quittait les États-Unis, après l'enterrement d'un membre de la Chambre du Capitole. Lawrence a tenté de l'intercepter et de tirer, mais sans succès. La capsule de percussion a pris feu, mais le pistolet a dysfonctionné. Il a tenté à nouveau avec un autre pistolet. Rappelons-nous, recharger les armes était alors une épreuve. C'était juste mieux d'avoir une sauvegarde. Mais le destin favorisait Jackson quand ce pistolet a aussi mal fonctionné. On dit que Jackson a tenté d'attaquer Lawrence avec sa canne, mais il semble qu'il a été rapidement écarté de la scène. Nous devons dire que nous aimons l'idée qu'il frappe un assassin potentiel avec sa canne cependant. Pourquoi Lawrence a-t-il essayé de le tuer? Eh bien, Lawrence vivait sous l'illusion qu'il était lui-même le roi d'Angleterre.
On dirait qu'il récupérait son pays de Jackson. Lawrence a ensuite été interné en psychiatrie. Le meilleur, c'est que 100 ans plus tard, le Smithsonian a testé les armes et elles ont tiré dès la première tentative. Peut-être devrions-nous moins nous moquer de l'intervention divine? On connaît des gens au sommeil lourd, mais l'ex-président Harry Truman les surpasse tous. Il a failli dormir pendant sa propre tentative d'assassinat. Lors de la rénovation de la Maison-Blanche, Truman résidait temporairement à la Blair House, demeure officielle du vice-président. Le 1er novembre 1950, les Portoricains Griselio Torresola et Oscar Collazo ont tenté d'atteindre la Blair House en tirant des coups de feu. Truman faisait une sieste dans une chambre à l'étage après le déjeuner quand l'attaque du duo a commencé. Torresola et Collazo ont planifié leur attaque pour coïncider avec des soulèvements à Porto Rico. Ils ont eu une fusillade avec la police de la Maison-Blanche et les agents secrets, arrivant jusqu'aux marches avant d'être gravement blessés. Torresola a été touché à la tête et tué sur le coup. Avant de tomber, les deux ont réussi à tuer l'officier de police Leslie Coffelt, qui mourrait 4 heures après l'attaque à l'hôpital. Truman a ouvert sa fenêtre face au tumulte, avant que le secret service ne lui conseille de se cacher. Kojatsu a été condamné à mort, mais Truman a transformé cela en prison à vie. En 1979, Jimmy Carter a commué sa peine et Kojatsu a pu retourner à Porto Rico. En surface, la mort de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe ne semble pas si inhabituelle, mais lorsque vous commencez à creuser davantage, vous commencez à voir à quel point c'était vraiment insensé. Il était le dirigeant au plus long mandat du Japon moderne, donc cela a choqué tout le Japon lorsqu'il a été mortellement blessé à bout portant. Il était en public, debout à une intersection à l'extérieur d'une gare à Nara lorsque le tireur a frappé. Les images révèlent une ouverture pour sa protection, mais ses gardes du corps ont réagi trop lentement. Abe a été déclaré mort à l'hôpital universitaire médical de Nara, suite à une hémorragie causée par des blessures au cœur et à l'avant du cou. Face aux lois japonaises strictes sur les armes à feu, la mort d'un politicien par violence armée a été choquante. La violence politique est rare au Japon, alors que s'est-il passé? Les choses sont devenues plus étranges quand le principal suspect s'est avéré être Tetsuya Yamagami. Il avait cherché en ligne des instructions sur comment fabriquer des armes à feu, puis commander des pièces d'armes ainsi que de la poudre à canon, donc c'était un peu un flagrant délit, si vous voulez. De 2002 à 2005, Yamagami a servi dans la force d'autodéfense maritime, où on s'attendait parfois à ce qu'il fasse des démontages et des entretiens sur les armes, lui donnant un accès illimité à celles-ci. Cela signifie aussi qu'il savait comment se construit une arme à feu rudimentaire. Yamagami a accusé l'Église de l'unification d'être responsable des problèmes d'argent de sa mère et croyait qu'Abe était un membre de cette Église. L'Église de l'unification est une secte fondée par Sun Myung-moon. Dans la culture pop, cette secte est connue comme les Moonies, référence au nom de Sung Myung-moon. La mère de Yamagami, aussi Moonie, avait été ruinée financièrement par l'Église de l'unification. Il s'est avéré qu'Abe n'était même pas membre de l'Église, mais sa famille avait des liens avec eux, et il les a loués pour leur engagement envers les valeurs traditionnelles. Et bien sûr, ce ne serait pas une liste d'assassinats complètement fous sans la mort de Grigori Efimovitch Rasputin, le mystique russe qui semblait plus difficile à tuer que les punaises de lit. Rasputin était un saint homme autoproclamé, guérisseur par la foi, et maniaque sexuel qui a réussi à gagner les bonnes grâces de la famille Romanov, les royaux russes. Cela lui a offert une voix en politique que plusieurs, naturellement, n'appréciaient pas. Le 30 décembre 1916, il a été assassiné dans le sous-sol du palais Moïka. Le prince Félix Yusupov, l'homme le plus riche de Russie et le mari de la nièce du tsar, en était le propriétaire et l'a choisi comme le lieu parfait pour un meurtre légendaire. Yusupov était connu pour mener une vie privilégiée. Il avait été critiqué par la fille du tsar Nicolas, la grande duchesse Olga, pour avoir refusé de s'enrôler, et il n'aimait pas sa réputation de noble, qui esquivait la conscription de manière peu noble. Alors que d'autres pourraient en partir en vacances pour vivre, rire et aimer, Yusupov a décidé de se réinventer en assassinant un homme. Il voulait être perçu comme un homme d'action, connu pour protéger le trône d'une entité malveillante. Bien que la proximité de Romanov avec Rasputin ait également nui à la réputation de la monarchie, Yusupov a vu cela comme sa chance de redorer le blason de la famille royale tout en réparant sa propre image. La mort de Rasputin a permis au tsar Nicolas II de se consacrer davantage à sa famille. Ceux d'entre vous qui aiment tenir un journal pourraient se retrouver dans Yusupov écrivant tout l'événement dans ses mémoires. Yusupov dit qu'il a invité Rasputin à son palais pour rencontrer sa femme, Irina. Ceci, bien sûr, était un mensonge. Irina n'était pas à la maison à ce moment. Une fois sur place, Yusupov a présenté à Rasputin des gâteaux et du vin.
imprégnées de cyanure de potassium. Pour la majorité, cela nous tuerait instantanément. Raspoutine n'a pas été touché. Yusupov a été stupéfait, comme chacun de nous l'aurait été à sa place. Yusupov, ayant besoin de tuer Raspoutine autrement, a emprunté un revolver au grand-duc Dmitri pour lui tirer dessus. Le coup de feu n'a pas fait l'affaire. Dans ses mémoires, Yusupov a dit que le diable qui meurt de poison, qui avait une balle dans le cœur, a dû être ressuscité par les forces du mal. Il y avait quelque chose d'effrayant et de monstrueux dans son refus diabolique de mourir. On disait qu'il devait être mort noyé, puisqu'ils auraient soi-disant trouvé de l'eau dans ses poumons. La mort de Raspoutine est devenue une histoire mystérieuse et intrigante transmise de génération en génération, même des décennies plus tard. Un morceau entier a même été écrit sur cet homme. Peu de gens peuvent en dire autant. Mais voici le rebondissement. Il est tout à fait possible que Yusupov ait inventé toute cette épreuve, et que la mort n'ait été ni aussi scandaleuse ni aussi surnaturelle. Maria, la fille de Raspoutine, a rédigé son livre « L'homme derrière le mythe », un mémoire personnel, en 1929. Sa fille a eu une fin presque fantastique à elle seule. Elle a quitté la Russie pour être dompteuse de lions dans un cirque. Elle était connue pour faire de la magie sur les bêtes sauvages, tout comme son père dominait les hommes. Elle se faisait également appeler la fille du célèbre moine fou, dont les exploits en Russie ont étonné le monde. Elle était une excellente marketeuse. Maria pensait que le meurtre était probablement beaucoup moins palpitant que ce que Yusupov en avait peint. Dans le livre, elle a critiqué le meurtre de son père et a remis en doute la vérité de Yusupov. Son père n'aimait pas les sucreries et elle ne pouvait pas l'imaginer en train de manger un plateau de gâteau. Elle a aussi précisé que l'autopsie n'indiquait ni poison ni noyade. Il indiquait en fait que Raspoutine a été tué d'un tir à la tête à bout portant. Elle a accusé Yusupov d'essayer de vendre plus de livres en faisant du décès de son père un spectacle, le dépeignant comme un combat épique entre le bien et le mal. Le plan de Yusupov pour redresser Nicolas II et Alexandra n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas radicalement changé leur comportement, et le meurtre n'a pas amélioré les relations des Romanov avec leur peuple. En fait, beaucoup de pauvres en Russie voyaient Raspoutine comme l'un d'eux et ont pleuré sa mort. Ce n'était que la classe supérieure qui semblait couvrir Yusupov d'éloges. En ce qui concerne les bolcheviks, Raspoutine était un symbole de la corruption au sein de la cour impériale, et une preuve que le tsarisme était grandement défectueux. Suite à la révolution russe, Alexandre Kerensky, chef du gouvernement provisoire, a affirmé que sans Raspoutine, Lénine n'existerait pas. Nous considérons toujours la mort de Raspoutine comme assez folle même si vous ne croyez pas un mot de ce que dit Yusupov. Découvrez les moyens extravagants grâce auxquels Vladimir Poutine a échappé à des tentatives d'assassinat ou visionnez cette vidéo.